visiter le Teil? Vous y êtes déjà passé. Alors, vous avez dû remarquer des tas de choses intéressantes, non? Dans cette forêt, par exemple, en cherchant bien, on trouve un menhir. Pas celui d'Obélix, non, non, un vrai, la pierre de Rumford. C'est dur. Le menhir de Rumford, la pierre de Rumford. On est dans la forêt du Teil, une petite forêt de 500 hectares. On est en limite sud de la forêt. Et en circulant le long de la lisière, voilà ce qu'on trouve. C'est un peu caché par le hou. Néanmoins, bon, là on a la face la plus dégagée. On voit tout de suite l'aspect du monument. Alors, je vous donne les dimensions si vous voulez tout de suite. 2,80 m de haut, 2,80 m qui émergent, on ne sait pas de combien la pierre est enterrée. 1,60 m de large et environ 1 m d'épaisseur. Donc la pierre de Rumford, c'est le seul menhir que l'on connaisse dans la forêt. Néanmoins, ceux qui nous ont précédés en ont déjà répertorié quelques-uns. On parle de menhir couché dans les environs immédiats et on peut voir dans les 10 mètres environnants 2 ou 3 menhirs couchés. Ça c'est Banéa, l'historien du début du siècle, qui nous en parle. Un archéologue du début du siècle également, Béziers, a fait un inventaire des menhirs de la forêt du Teil. Je dis bien des menhirs, parce qu'il y en a d'autres. Existants ou supposés tels, ou ayant existé, je veux dire, le plus proche serait à 300 mètres d'ici. Alors je mets tout le monde au défi de le trouver, parce qu'il est quasiment introuvable. Il est sur une crête, il n'existe plus. Il n'était pas en schiste pourpre comme celui-là, il était en quartzite. D'autres menhirs, on n'en a pas dans la forêt. Néanmoins, le menhir de Rumford, la pierre de Rumford n'est pas isolée dans la région. Il y a d'autres menhirs, et toujours, on va voir ça plus tard, toujours sur le même axe. Un axe est-ouest. Alors je vais vous citer les plus importants et ceux qui existent encore. À la pointe ouest de la forêt de la Guerche, le menhir de Richebourg, en quartz. Il est dans une propriété privée, mais visible, on peut aller le visiter. Il est en quartz. Alors un autre menhir de l'autre côté, côté ouest, très important par ses dimensions, et un menhir en schiste, c'est le menhir de la Pierre aux Fées à Janzé. Depuis combien de temps elle est là? Alors le menhir de Rumford, il est là depuis quelques millénaires. La période de levée des menhirs, c'est le néolithique, ça va jusqu'à... Les plus récents, disons, ont 4000 ans, les plus anciens ont 5, 6 000, voire plus. Pourquoi il est là? Pourquoi il est là? Alors là, c'est tout le pourquoi des menhirs, à quoi servait-il? À mon avis, bon, il servait à deux choses. On peut supposer deux choses. La première, être vu, un point de repère. Deuxième possibilité, marquer un territoire, marquer une frontière.
la frontière entre actuellement, donc, la frontière entre Couëme et le Teil, c'est cette ligne de crête, et ben, elle est matérialisée donc par un menhir. J'ai oublié de vous dire que il faut imaginer la pierre de Rumefort complètement dégagée, hein, sans couvert végétal. La forêt n'existait pas au moment où on a élevé la pierre. Et les fées là-dedans? Les fées, ah oui, alors là, il n'y a pas un menhir sans sa légende. Je pense que s'il y a une légende qui tourne autour de ce menhir, de cette pierre de Rumefort, elle est en relation directe avec les légendes de la Rochauffée. C'est Obélix qui l'a amené? Obélix, oui, ça c'est tout. Ça plaît aux enfants. Obélix, je pense pas, parce que c'était pas son style de menhir en fait. En fait, Obélix, il taillait lui-même ses menhirs, mais il les taillait, ils n'avaient pas cette forme-là. Hein. Vous remarquez que celle-ci, elle est équarrie, hein, c'est-à-dire qu'elle a des faces droites. Obélix, il avait une autre façon de voir les menhirs, il ne taillait pas comme ça. Hein. Toujours dans la forêt, même que vous êtes passé devant sans la voir. Une voie romaine. Si tu veux. Maintenant, on est sur un autre site intéressant de la forêt. On est toujours en lisière sud. On est dans le marécage de l'étang de Ramet. Alors, dans la forêt, oui, il faut que je vous fasse une petite confidence. Je circule beaucoup dans la forêt du Teil parce que je suis un amateur de champignons. Et alors un jour, j'avais laissé ma voiture sur la route de Rothier-Couëme et puis pris un peu par le temps, je suis rentré en ligne droite. Et alors j'ai dû enjamber 2 ou 3 énormes fossés. Et c'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. Je me suis dit, mais on dirait une voie. Un fossé, un terre-plein, un autre fossé, un autre terre-plein, un autre fossé, etc. Cette voie, en circulant sur le terre-plein, m'a fait penser à ce qui s'est passé à Vissèche. À Vissèche, il y a eu des fouilles qui ont été menées par Gilles Leroux, et où il a mis en évidence les substructions d'un pont romain qui enjambait donc la Seiche. Ici, on est à l'approche d'une zone marécageuse, puisqu'on est à la queue de l'étang de Ramet. Et on a toujours pensé qu'il y avait une voie qui longeait la forêt du Teil d'est en ouest. Et bien là, on est exactement dans le même type de configuration qu'à Vissèche. Bien entendu, c'est une voie de moindre importance. C'est une zone marécageuse moins grande, mais il y a un passage de voie romaine dans cette zone. Donc voilà, en longeant cette voie romaine, eh bien, on s'aperçoit que ce chemin a traversé les siècles. Hein. Ça a d'abord été une voie antique, hein, jalonnée de menhirs. Hein. Actuellement, on peut la repérer pendant une bonne vingtaine de kilomètres, hein, entre le Petit Fougeray, le Petit Fougeray et la forêt de la Guerche. Ça a été une voie romaine. Là, on en a une belle preuve par les fossés et le terre-plein qui nous reste. On a également une superbe coupe de cette voie sur la route qui relie Couëme à Rothier. Ensuite, ce chemin
est devenu ce que les gens appellent ici le chemin des sauniers. Hein, il faut savoir que la Bretagne était exempte de la gabelle, hein, l'impôt sur le sel, et ça donnait lieu à tout un trafic, puisqu'on est dans une zone, la zone des Marches, on est dans une zone d'échange entre la Bretagne et la France, et le chemin s'est appelé le chemin des sauniers, c'est le nom qui nous reste aujourd'hui. Alors maintenant, cette voie n'est plus exploitée, hein, c'est uniquement une limite de forêt bien sûr, mais une limite de commune, et puis c'est tout quoi. Et ben bravo. Et ben voilà. Ça c'est bon. Ouais, non, c'est très bien. Évidemment, s'il y avait des voies romaines, c'est qu'il y avait des Romains. Et même des Gallo-Romains. Ici au bois brillant. C'est le nom d'un endroit qui n'est pas tellement connu par les gens du pays. En fait, on est près du village de la Beucherie et on est toujours dans la forêt du Teil. Vous avez sous les yeux d'énormes fossés qui sont peu visibles à cause des branches et du taillis de châtaignier. Sur le plan qui est là, vous voyez que c'est un ensemble constitué d'un grand carré de 50 mètres environ, entouré d'un gros fossé, un très gros, qui mesure presque 4 mètres de profondeur dans son endroit le plus important. Alors 50 mètres de côté, ça fait un quart d'hectare. C'est sans doute un fossé qui protégeait une habitation. À côté, collé contre une autre petite enceinte, un peu plus petite, et au nord, une troisième, et à l'ouest, un départ d'une autre enceinte encore. Ici, il y a de très grandes chances pour qu'on soit à l'époque gauloise, c'est-à-dire il y a 2000 ans, 20 siècles. Et là devait se trouver une ferme indigène, comme on dit, une ferme habitée par des Gaulois, qui protégeaient leur habitation, leur bétail, leurs animaux, leurs biens, en creusant un fossé, en faisant un talus et en mettant une palissade avec des pieux, tout simplement pour se protéger des animaux, des loups, ou pour limiter, comme chez vous, votre maison est entourée d'une palissade en ciment ou d'un grillage, c'est un petit peu pareil. Alors là encore, on n'a pas eu de fouilles, on n'a pas fait de fouilles sur ce site. Si on fouillait, je suis pratiquement sûr qu'on trouverait des restes de poterie qui permettraient de dater le site et de dire s'il est de 21 ou de 22 siècles. On en connaît dans la forêt de la Guerche, tout près d'ici. On connaît un grand site que j'ai fouillé et qui datait justement de l'époque gauloise. Vous voyez le talus de l'autre côté, il est énorme. On est ici, à mon avis, à la limite de la ferme indigène. Sans doute qu'il s'agissait d'un établissement un peu plus huppé. Il faut toujours bien orienter son plan pour savoir le lire. Voilà, on a le nord là-bas. Une boussole et une carte, et on est bon, on se perd pas. Et ce n'est pas tout. Tout le monde connaît la roche chauffée ici. Mais les pierres, d'où viennent-elles? Eh oui, elles viennent d'ici, de la forêt du Teil. Ici, nous sommes sur la butte des Piqueliers, dans la forêt du Teil. Nous sommes à une altitude d'environ 100 mètres. Environ 100 mètres, c'est l'altitude pratiquement maximum dans la région. Alors ici, il y a un gisement de schisme pourpré, qui a servi à la construction de la roche chauffée. Vous connaissez la roche chauffée? Oui. Donc elle est à environ 4 km d'ici, 4 km au nord. Donc le soleil est à l'ouest, là, oui, au nord par ici, à 4 km. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi on a pris ces blocs ici pour construire la roche chauffée? Parce qu'il n'y en a pas du tout autour de cette roche chauffée. Et le gisement le plus près, c'est celui-ci. Donc c'est le plus probable. Alors, comment on a pu emmener ces blocs si loin au travers d'une forêt? D'ailleurs, il fallait une direction. La direction,
Entre ici et La Rochauffée, c'est une direction sud-nord. Donc il est possible que ce soit l'étoile polaire qui a guidé ces gens qui ont transporté. Alors qui a transporté ces pierres, d'après vous? Suivant la légende, ce sont les fées. Les fées, dans leur tablier, ont transporté ces blocs sur le site de La Rochauffée et ont construit ce monument, tout ceci en une seule nuit. Tout cela pour montrer aux hommes qu'elles pouvaient faire quelque chose que jamais eux auraient pu faire. Maintenant, si on revient à la technique, la plus probable, on a tracé un chemin au travers de la forêt, on a abattu des arbres qui ont servi de rails et on a mis des rouleaux d'autres arbres sur ces rails et on a fait rouler ces blocs. Alors il a fallu énormément de personnes. On considère que pour transporter un bloc d'environ 30 tonnes, il nous faut à peu près 300 à 400 personnes. Alors imaginez que dans cette période néolithique, c'est-à-dire 5000 ans, on remonte 5000 ans en arrière, 5000 ans, il y avait dans notre bassin armoricain, c'est-à-dire dans notre secteur, environ 5 à 6 personnes au kilomètre carré. Alors imaginez 300 personnes, réunir 300 personnes. Alors il est possible que dans la région d'Essé, qui était déjà très fertile, il y avait ce qu'on appelle des sédentaires, c'est-à-dire des gens qui habitaient là, et qui étaient déjà des cultivateurs, parce que la terre est très très riche, très fertile. Alors ces gens-là ont dû se rassembler autour peut-être d'une religion, peut-être pour vénérer quelque chose, et ils ont bâti un monument. Ce monument-là a peut-être servi dans ce temps-là de cathédrale. Combien de temps on a mis pour les transporter jusqu'à La Rochauffée? Donc au niveau du transport, donc c'était du moins à Bougon dans les Deux-Sèvres, il y a une expérience qui a été menée. Il y avait 200 hommes pour déplacer un bloc de 30 tonnes et tout cela en une matinée pour faire 40 mètres. Donc imaginez le temps qu'il vous faut pour aller jusqu'à La Rochauffée. Alors si on remet ça sur un ensemble de blocs transportés, il faut une population d'au moins 2 à 3 cantons. Alors donc c'est presque inimaginable, c'est ce qui est à mon avis, c'est l'énigme la plus difficile à résoudre, c'est le transport des pierres. La construction, à mon avis, est plus simple. Comment est-ce qu'on a séparé les blocs? Alors pour détacher les blocs de ce gisement-là, dans la période bien sûr toujours néolithique, il y avait deux techniques. L'une, c'était d'enfoncer des coins de bois dans les différentes failles, des coins de bois, et laisser ces coins-là, disons, avec l'humidité. Le bois, qu'est-ce qu'il faisait le bois? Il enflait comme une porte qui coince, et avec cette force monumentale, ça faisait séparer les blocs. Donc c'était la technique du bois qui gonfle. Autre technique aussi, peut-être les deux associées d'ailleurs, hein, les deux, c'était celle du gel. Donc il y avait en hiver, par période de forte glace, donc toute l'eau qui était, soit que l'eau on l'avait bloquée entre les failles aussi, ou soit qu'elle était naturellement dans les failles. Donc le gel, qu'est-ce qu'il fait? La glace, elle pousse, avec cette formidable poussée, on pouvait aussi écarter les blocs. C'était les deux techniques possibles pour arriver à séparer tous ces monticules de pierre, quoi. Avant de quitter la forêt, n'oublions pas la tombe. Donc nous sommes ici, dans la forêt du Teil, sur le lieu qu'on appelle traditionnellement la tombe au bonhomme, ou parfois aussi la fosse à Gendreau, ou la fosse à Gendron. Alors, nous sommes dans la forêt du Teil, et comme dans toutes les forêts, il y a beaucoup de légendes qui se sont greffées sur des tombes un petit peu mystérieuses comme celle-ci. Alors il y a toute une légende qui existe depuis au moins le 19e siècle. À la fin du 19e siècle, il y a un écrivain qui s'appelait Paul Sébillot, qui a fait d'énormes recherches sur les légendes de Haute-Bretagne, et il s'est intéressé à cette tombe. Alors que disait la légende donc, dans les années 1880? Cette légende disait que au moment de la Révolution, un jeune homme qui s'en revenait au pays traverse la forêt du Teil, et comme on est dans une période très troublée à l'époque, en pleine chouannerie, il a rencontré des soldats
qu'ils l'ont pris pour un chouan, c'est-à-dire un contre-révolutionnaire de l'époque, et ils l'ont poursuivi et ils l'ont blessé. Et ce jeune garçon donc serait tombé ici, près du ruisseau, où il aurait agonisé pendant 3 jours, toujours d'après la légende. Et au bout de 3 jours, on l'aurait trouvé ici, une femme l'aurait trouvé plus exactement ici, dans une position recroquevillée. Il était blessé, il souffrait, et on l'aurait enterré sommairement dans la même position, dans la position du cadavre. Et la personne qui l'a enterré, c'était une femme. Plusieurs jours après, elle a été prise de violents maux de rein, elle avait mal au dos. En fait, elle a pensé que s'il avait mal au dos, c'est parce qu'elle n'avait pas porté assez de respect aux morts qu'elle avait enterrés. Elle l'avait enterré dans cette position recroquevillée. Elle est revenue et elle a enterré ce jeune homme de façon un peu plus digne et ses douleurs de dos ont disparu. Il y a quand même un aspect magique. On dit aussi, toujours d'après la légende, que ce jeune homme ayant été mal enterré, le crâne ressortait sans arrêt. Et qu'on avait beau l'enfouir, malgré tout, ce crâne ressortait. Et après la Révolution, les prêtres de la région ont voulu un petit peu s'inquiéter de cette tombe, puisque beaucoup de personnes dans la région venaient planter des petites croix sur cette tombe et amenaient leurs enfants qui étaient malades ici pour obtenir des guérisons. Et vous avez dans la région beaucoup de tombes comme ça, qui sont l'objet de pèlerinages populaires. C'est-à-dire les gens venaient plus ou moins en cachette ici pour obtenir des faveurs. Eh bien, des faveurs de qui on pense que ce personnage qui était inhumé ici était considéré un petit peu comme un saint, et donc il avait des pouvoirs de guérison. Et le curé de l'époque, voyant ça d'un très mauvais œil, eh bien lui aussi a voulu arracher toutes ces petites croix, puisque c'était considéré comme un signe de manque de religion, de paganisme. Eh bien il a retiré toutes ces petites croix, et à son tour, il est tombé malade. Et du jour où il s'est dit qu'il allait remettre les petites croix, et puis la tombe en état, eh bien toutes ces douleurs sont parties. Comment ils l'ont tué? Comment l'a-t-on tué? Eh bien, probablement à l'arme blanche, c'est-à-dire au couteau, au sabre ou à la baïonnette. Puisque les balles, en fait, pour les fusils coûtaient très cher. Et c'était une époque encore où on se battait beaucoup à l'arme blanche. Toujours d'après la légende. Pourquoi est-ce qu'on l'a enterré ici? Eh bien, tout simplement, autrefois, on avait l'habitude de... il y avait effectivement déjà des cimetières autour des églises. Aujourd'hui, les cimetières ne sont plus autour des églises. Ils sont en dehors des bourgs. Autrefois, les cimetières étaient autour des chapelles ou autour des églises. Mais là, nous sommes dans la forêt. Il est tombé ici. Eh bien, on avait l'habitude très souvent d'enterrer les gens là où ils tombaient. Tout simplement. Qui est réellement enterré ici? Il y a quelques années, donc, j'étudiais la Révolution dans le pays. Donc la Révolution qui a commencé en 1789 pour se terminer une bonne dizaine d'années, même voire 20 ou 30 ans après. Et j'ai découvert qu'au Teil, il y a eu un personnage très important qui a joué un rôle assez conséquent dans l'histoire du Teil. Ce personnage, c'est Mathurin de Laune. Mathurin de Laune, c'était le recteur. Aujourd'hui, on dit l'abbé ou monsieur le curé. Avant, on disait le recteur. Et un recteur dans une paroisse en Bretagne, c'est quelqu'un de très important. C'est une des rares personnes qui sait lire, écrire, qui connaît les lois, qui connaît les seigneurs et les principaux personnages de la commune. Et comme il était en 1789, quand la Révolution a commencé, il était au Teil depuis environ une vingtaine d'années. Donc c'était quelqu'un qui était bien connu, les gens avaient confiance en lui. Et pour ça, justement, en 1790, on l'a nommé maire du Teil. Il faut savoir que les maires, au moment de la Révolution, c'était la première fois qu'on élisait des maires. Aujourd'hui, régulièrement, on élit des maires. Mais sous l'Ancien Régime, donc avant la Révolution, ce n'était pas le cas. Et donc on a élu démocratiquement, ou à peu près démocratiquement, Mathurin de Laune, maire de la commune. Et donc ce personnage va suivre tous les événements révolutionnaires dans le pays, aux côtés en particulier de la garde nationale. Alors la garde nationale, c'était une sorte de milice, c'est-à-dire un groupement de gens qui s'armaient pour défendre les intérêts de la Révolution. Et puis,
en 1793, la Révolution a fait un changement très important. Ça a donné naissance au chouan, dont on a parlé tout à l'heure. Et Mathurin de Laune, comme tous les prêtres de la Révolution, on l'a obligé à se déprêtriser. Ça veut dire à renoncer à son état de prêtre. Donc en 1794, Mathurin de Laune, un après-midi d'avril, se promène dans la forêt avec son chien. Alors, si je vous donne les détails, c'est j'ai retrouvé donc les pièces d'archives, c'est des procès-verbaux de gendarmerie. Donc c'est une enquête officielle, comme celle qu'on fait aujourd'hui. Et si je vous donne donc tous ces détails, c'est pratiquement qu'ils sont authentiques. Et Mathurin de Laune, donc dans cette région, dans ce quartier de la forêt, va rencontrer des troupes. Et des troupes, il y en a partout dans la région, qui pillent, qui volent, qui vont chez les fermiers, qui boivent, qui tuent. C'est la guerre civile en France. Les soldats vont le prendre pour un chouan. Alors que ce n'était pas un chouan du coup, bien au contraire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Les soldats, ils avaient l'habitude de poursuivre les chouans. Ils vont le poursuivre. Et il va tomber, la première fois. Et puis, il va essayer d'expliquer en disant « Mais non, je ne suis pas un chouan, je suis un républicain. J'ai aidé ma commune, je peux même vous prouver, je peux même vous emmener à la maison municipale, on ne disait pas encore la mairie, et je vais vous prouver que je suis un bon républicain. » Et ces soldats, qui sont certainement un petit peu ivres, ils sont allés dans les maisons aux alentours, eh bien, commencent à le piquer de coups de baïonnette, à le frapper du coup du plat du sabre, et ils sont 4, il y a même un enfant de 17 ans, très jeune, et ils commencent vraiment à le massacrer. Ce pauvre Mathurin de Laune va tomber sous leur coup, il va être percé de coups de baïonnette, de coups de sabre, et on a retrouvé le procès-verbal d'autopsie du chirurgien des environs, qui va énumérer toutes les blessures auxquelles succombera le pauvre Mathurin de Laune. Alors c'est très triste parce qu'en fait, il est mort en ayant été pris pour un chouan, alors que lui, il était plutôt un bon républicain. Alors cette tombe, moi, je pense que d'après les descriptions que j'ai pu retrouver, cette affaire, donc la mort, l'assassinat de Mathurin de Laune, se serait déroulé dans ce coin de forêt. Et je pense qu'il pourrait coïncider avec cette tombe. Et c'est là que la vérité, ou ma vérité historique, celle que j'ai retrouvée, eh bien, pourrait rejoindre la légende de la fosse au bonhomme. Tout à l'heure, vous m'avez posé des questions de savoir qui était inhumé là, quand est-ce qu'il était mort, pourquoi, comment. Bon, ce sont des questions très intéressantes, mais à la limite, je dirais que ce sont des questions secondaires. C'est pas très intéressant de savoir, à la limite, qui est là, pourquoi il est tombé là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous êtes là, c'est que vous avez envie de vous intéresser à l'histoire de votre commune, de votre passé. Si des gens ont mis cette tombe, ou ce qui peut être considéré comme une tombe, c'est qu'ils voulaient justement que le souvenir reste, qu'on n'oublie pas. En fait, quand on est là, on fait un véritable travail de mémoire, de conservation de la mémoire. Savez-vous ce que c'est qu'une motte? C'est l'ancêtre du château fort. Et justement, au Teil, il y en a eu plusieurs des mottes. Bon, alors nous sommes donc à 80-90 mètres d'altitude, sur un endroit élevé par rapport au reste du Teil, sur une crête. Et c'est sans doute pour ça qu'on a construit dans cet endroit une butte de terre, de cailloux. Elle est donc complètement artificielle. C'est le mont Robert. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. Vous me demanderez pourquoi, ça, on le verra après peut-être. Alors qu'est-ce que c'est? Vous avez vu qu'il y a un grand fossé dans lequel vous êtes passé, qui mesure environ 2 mètres de profondeur. Si on retirait les feuilles, ça ferait sans doute 3-4 mètres, et qui entoure complètement la butte. Alors essayez d'imaginer, il y a 800 ans, il y a 8 siècles, hein, que sur cette butte, il y avait certainement une tour en bois, un château en bois, hein, qui devait servir d'habitation, de résidence donc, mais aussi probablement à surveiller les environs. Hein. Alors vous comprenez aussi que cette butte, cette motte, hein, appartenait à un seigneur, un chevalier peut-être. Malheureusement, on n'en connaît rien de ce chevalier,
Je connais tous les textes du Moyen-Âge de cette région, mais il n'y en a aucun qui se rapporte au mont Robert. Et aucun qui dise pourquoi ça s'appelle le mont Robert. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a bien là un témoin de ce Moyen-Âge. Alors, c'est déjà une particularité, on ne sait pas l'histoire du mont Robert. Et une deuxième particularité, c'est qu'il n'y a que la motte avec son fossé, sa douve. Mais vous avez peut-être vu là-bas, il y a un grand trou qui commence, qui part vers l'est. Vous avez vu le grand trou, Alors il est possible que ce soit le début de ce qu'on appelait une basse-cour. Dans les châteaux à motte, il y avait la partie où résidait le seigneur sur sa tour, mais il y avait aussi souvent une annexe, un enclos avec un fossé un peu moins important, mais un fossé quand même qui protégeait. Et à l'intérieur, on y mettait les écuries, les étables, les serviteurs, d'où le nom de basse-cour. Et ici, c'était la haute cour. Il y a encore une autre chose intéressante à remarquer, et même très importante, c'est que si ce château a été construit là, pour surveiller sur une hauteur, eh bien, c'est que le paysage n'était certainement pas ce qu'il est aujourd'hui. On a du mal à l'admettre, mais la forêt, je crois qu'il faut la rayer complètement de la carte pour cette époque-là. Il ne devait pas y avoir d'arbres, sinon ça bouchait complètement la vue et ça n'avait plus d'intérêt du tout. Et ça, c'est autre chose que nous apprend l'archéologie, c'est que les forêts, contrairement à ce qu'on dit trop souvent, les forêts sont souvent très récentes. Enfin très, à l'échelle du temps. Et une autre particularité, on est là sur une hauteur. Et toutes les autres mottes, à 90%, toutes celles de la région que j'ai étudiées, de Vitré à Châteaubriand, de Segré jusqu'à Couëmes, sont dans des endroits bas, dans des zones plus humides, où on pouvait faire venir de l'eau dans le fossé. De sorte que, sur les mottes habituelles, le fossé, premièrement, défendait grâce à sa profondeur, à sa largeur, les ennemis avaient du mal à le franchir, mais en plus, il y avait de l'eau. Ici, la particularité, c'est qu'il n'y a jamais eu d'eau dans le fossé, ça c'est évident. Alors vous voyez, Coteil, vous avez une motte qui est très originale. Pourquoi ça s'appelle le Mont Robert? Pourquoi le Mont Robert? On n'a pas de preuve écrite, mais comme Marcillé Robert est la grande seigneurie du Moyen-Âge à cette époque de la motte, il est possible qu'elle ait appartenu au premier seigneur de Marcillé Robert. C'est très possible. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Voilà. De quelle époque date le Mont Robert? Si on faisait des fouilles, on aurait une réponse précise. On pourrait dire, grâce aux poteries, grâce peut-être à quelques objets de métal, que ça date du XIIe ou du XIe siècle ou du XIIIe. Pas de fouilles, donc on ne peut pas être sûr. Alors de manière générale, on sait que les mottes datent du XIe siècle, à partir de l'an 1000, jusque vers le XIIIe siècle, 1299. Voilà. Combien de temps, mettons, pour construire le Mont Robert? Pour le Mont Robert, précisément, on ne peut pas dire, mais on a d'autres exemples de mottes construites en l'espace de 40 jours, simplement. Il suffisait que le seigneur ait beaucoup d'hommes qui l'obligent à travailler, pas des esclaves, parce qu'il n'y avait pas d'esclaves dans notre région au Moyen-Âge, mais des hommes obligés de travailler, ça va très vite. Bon, il faut penser après à la charpente en bois. On peut imaginer qu'en une saison, en un trimestre, on pouvait fort bien construire un château comme ça. On a dit que c'était l'arme absolue du Moyen-Âge, le château à motte, parce que ça se construisait très vite et c'était très efficace, à une époque où on n'avait pas encore de canon, on n'avait pas d'artillerie, il faut le savoir. Pourquoi on n'a pas fait de fouilles? Pour deux raisons. D'abord parce que ça coûte cher de faire des fouilles et on ne peut pas en faire partout. Et maintenant, on fouille surtout les sites menacés par une autoroute. La déviation du Teil, par exemple, a donné lieu à une fouille. Vous êtes au courant peut-être, parce que le site va être détruit. En revanche, ici, il n'y a aucune menace. Alors, deuxième raison, c'est aussi qu'on est en forêt. Et les arbres qui sont sur le mont Robert sont certainement très gênants pour les archéologues et ils ont sûrement perturbé, remué le sol et perturbé les couches. Voilà deux raisons qui peuvent l'expliquer. Et puis il y en aura une troisième, il faut aussi que les propriétaires soient d'accord. Voilà, et on ne leur a pas demandé.
Voilà ce qu'on sait de Mont-Robert. Tenez, vous pouvez les prendre. Hein. Regardez, ça ressemble à des intestins. On devrait en trouver des plus gros. Voilà. Ah, ça c'est. Ben si, voilà. Oui, mais c'est très lourd. Et, regardez. Et alors ça a deux faces toujours. Il y a une face lisse qui ressemble un peu à de la cervelle d'animal. C'est comme Une face rugueuse. Pourquoi Je vais vous dire. C'est des animaux Je vais vous ou c'est expliquer. des animaux? Non, non, pas du tout. Tenez, prenez-en. Que tout le monde en ait. Mais parfois on trouve des blocs beaucoup plus gros que ça. Dis donc. Alors c'est très dense, hein, et ça contient souvent jusqu'à 60% de fer. Hein, c'est du résidu, mais jeté très gras. Hein. Ils vont trouver pas. Il n'y avait pas été question d'ailleurs de les réutiliser. Si, ça a été Il y souvent avait une réemployé. estimation de tous les... On en a réemployé au Bois-Guy. Oui. Au Bois-Guy, il y a eu plusieurs milliers de tonnes qui ont été réemployées et qui ont été envoyées, Il y a des tu proportions sais où? énormes, non? En Allemagne. C'est parti dans les années 30 et ça nous est revenu sous une autre forme, Sous forme de canon. ouais, par exemple. Oui, oui. Bon, vous voyez? Alors tout le tas, toute la butte sur laquelle vous êtes est constituée de ça. Ah oui. Tenez, regardez. Encore un là. Il est drôle. C'est drôle celui-là. Hein. Ouais, Alors je vous ai amené ici et je vous ai fait vous installer ici sur un endroit très original. Vous êtes assis sur un tas de déchets, de fondeurs, de minerais de fer. Ça s'appelle un ferrier. Alors là encore, c'est sans doute au Moyen-Âge qu'on a remarqué qu'il y avait dans cette forêt, dans ces environs, du minerai de fer, qu'on pouvait le faire fondre avec du charbon de bois, fabriqué dans les charbonnières comme celle qu'on a vue ce matin. Vous vous rappelez ce matin, hein, la charbonnière ronde. Et on faisait fondre ce minerai dans ce qu'on appelait des bas fourneaux. On ne réussissait pas à avoir une température très élevée, on atteignait dans les 1200 degrés. Et le résultat, c'est que ce qui coulait, eh bien, c'était un mélange de déchets qui contenaient beaucoup de fer qu'on jetait, on en perdait beaucoup et on ne récupérait qu'une petite partie, la loupe de fer. Alors ce qu'on jetait, c'est ce que vous avez, ce sont des scories, ça ressemble à des intestins d'animaux, à de la cervelle, etc. Et ça a pris cette forme parce que on faisait couler cela du fourneau. Une fois qu'on avait bien chauffé, bien fait fondre, on ouvrait et il coulait cette chose très pâteuse comme de la grosse confiture. Et peu à peu, ça séchait, ça durcissait. À la surface, ça prenait cet aspect animal, mais en dessous, si vous regardez dessous, regardez, c'est tout rugueux parce que ça coulait simplement sur la terre. Hein, voilà. Alors ces scories sont souvent très riches. Elles contiennent encore souvent 60-70% de fer. Vous pouvez soulever, c'est très lourd, très dense. Et on a parfois réemployé les scories de ce genre pour les remettre dans des hauts fourneaux, c'est-à-dire dans les lieux où maintenant on fabrique de l'acier. Alors de ça, on en connaît dans ce secteur. J'ai trouvé ça il y a maintenant 7 ans, c'est cette butte-là que j'ai grattée. Mais on en connaît aussi à Ramel, sur la même commune. Et on en connaît aussi dans la partie sud-ouest de la forêt. Et on est dans une région qui était riche, très riche en fer, c'est certain. On n'est pas loin de Martigny-Ferchaud. Vous connaissez Martigny-Ferchaud, hein, où il y avait aussi des forges, mais plus importantes. Voilà. Alors vous pourrez nettoyer cela et vous verrez, hein, comme c'est parfois très joli, ça prend des couleurs irisées, violettes, roses, hein, ou noires. Ah non, c'est il y en a un autre ici. Ah bah celui-là, il est plus gros que le tien, je crois. Ouais. Attention à tes doigts, Bastien. Tiens là, regarde, on dirait qu'il y a les pieds et le corps. Bon, nous sommes encore sur un site de Motte, comme la butte appelée le Mont-Robert que nous avons vu ce matin. Malheureusement, hein, vous êtes assis dessus parce qu'elle a été rasée il y a environ 25 ans. Hein. Mais ici, au même endroit, il faut que vous imaginiez sans doute une motte plus importante que celle de Mont-Robert, avec en plus une particularité étonnante que les gens du pays connaissent bien, c'est qu'il y avait dessous une sorte de grotte, ce que les gens appelaient la maison sous terre. Cette grotte a donné lieu évidemment à des légendes de souterrains. On ne sait pas exactement ce que c'était.
Peut-être est-ce que c'était une construction faite après la mode du Moyen-Âge pour y conserver de la glace pendant l'hiver, peut-être une sorte de cellier, mais sans doute pas quelque chose de l'époque. Alors cette motte était ici, mais elle n'était pas toute seule. À environ 300 mètres, près de la ligne de chemin de fer, près du pont, il y avait, il y a 100 ans encore, un grand anneau de terre avec son grand fossé, et qui se voit d'avion d'ailleurs, encore de nos jours, et qui s'appelait la butte aux chiens. Alors est-ce que c'est parce que là on gardait la meute du seigneur qui vivait sur cette motte? C'est une autre affaire. Je pense plutôt, par comparaison, que ça devait être un enclos à bestiaux. Alors ce site est compliqué. En plus de la motte, on sait aussi que près de l'étang que vous voyez devant nous, vers le Teil, près de l'étang, au XVIIIe siècle, on voyait encore des fondations d'un château de pierre cette fois-ci. Il était le long de l'étang actuel, du petit étang. On ne sait rien non plus des occupants de ce château. Vous allez me dire, mais vous ne savez pas grand-chose. Eh bien, les historiens, c'est comme ça. Quand ils ne savent pas, ils disent qu'ils ne savent pas. La seule chose connue par l'archéologie, c'est qu'il y a un peu plus de 100 ans, en vidant le grand étang qui était là, on a réussi à trouver quelques objets anciens, perdus malheureusement, des poteries, des objets de verre et des bijoux qu'on a appelés mérovingiens, ce qui nous mettrait un peu loin. Alors pour conclure, parce que tout cela vous paraît certainement très abstrait, il n'y a rien, il faut de l'imagination pour penser à un château ici. Il faut quand même savoir qu'on en a la preuve sur les cadastres, le château il était bien là, que tous les noms de lieux se rapportent à des châteaux, qu'on est implanté au cœur de la zone forestière proche de la forêt du Teil. Vous voyez le grand arc, c'est un magnifique arc de défrichement tout à fait caractéristique, que la forêt était tout à côté. Or, il y a bien peu de châteaux sans forêt, les seigneurs chassaient dans ces forêts. Je crois qu'on est là sans doute sur une seigneurie ignorée, mais qui devait dépendre de la seigneurie de Vitré. De quand date le château? Comme pour le Mont-Robert, la motte elle-même, qu'on appelle la butte de Repuchamp d'ailleurs, doit dater d'entre le XIe et le XIIIe siècle. Vous vous rappelez ce matin, de l'an 1000 jusqu'à la fin des années 1200. Le château de pierre qui était près de l'étang a été certainement construit bien après, je serais tenté de dire au XVIIe ou XVIIIe siècle, à l'époque moderne. Pourquoi la maison sous terre a-t-elle été détruite? Elle a été détruite il y a donc environ 25 ans, j'ai envie de dire par pur vandalisme. Le vandalisme, ça consiste à détruire presque pour le plaisir. Sans qu'il en ait besoin, le propriétaire du lieu a éprouvé l'envie de faire venir le bulldozer, il a tout rasé, il a complètement modifié le paysage. Tout ce qu'on peut en savoir, ce que j'ai pu savoir de lui, c'est qu'en détruisant la maison sous terre, ils ont trouvé des quantités de briques. C'est tout ce qu'il a pu me dire. Bon, j'espère que vous, si vous aviez une motte, comme celle-ci, vous ne feriez pas la même chose. C'est des erreurs qu'on ferait peut-être moins maintenant. Si le château a disparu, certaines de ces pierres sont toujours là. Alors tu me disais tout à l'heure que tu habitais cette maison. En fait, cette maison est une des plus anciennes de la paroisse du Teil, puisque tu as remarqué au-dessus de la porte qu'il y a une pierre avec une très belle inscription qui indique qu'elle a été construite par Messire Antoine Gau, procureur fiscal du Teil. Un procureur fiscal, c'était une sorte d'officier de justice qui représentait les intérêts de la commune. Alors, c'est une très jolie maison, mais malheureusement, elle a perdu, probablement au début du siècle, la tourelle qui se trouvait au milieu de la façade. Alors peut-être que si tu vas dans le grenier, si tu vois la charpente, tu as peut-être la possibilité de retrouver la place de la tourelle, puisqu'il y avait donc une charpente en bois dessous. Malheureusement, donc aujourd'hui, cette tourelle a disparu. Alors cette famille Gau est arrivée dans la région aux alentours du 15e, 16e siècle. C'est une famille qui était certainement très importante, puisque un de ses membres est devenu évêque de Marseille au milieu du XVIIe siècle et serait mort en odeur de sainteté, c'est-à-dire qu'il a eu une conduite exemplaire par rapport à ce qu'on lui demandait à l'époque. Alors,
La tradition populaire, c'est-à-dire les informations rapportées par les gens du pays, nous disent que cette maison aura été construite avec les pierres de l'ancien château, celui d'où nous venons. Un château que l'on peut voir encore aujourd'hui, c'est celui de la Rigaudière. Bon, nous sommes ici au château de la Rigaudière. La Rigaudière, c'est un château dont les origines remontent à la fin du Moyen-Âge. Le premier propriétaire connu, c'est la famille Levaillé. Et la famille Levaillé, c'est une famille qui possédait beaucoup de seigneuries et de terres dans les environs. Et les Levaillé étant en particulier seigneurs de Pouem au XIVe siècle. De la famille Levaillé jusqu'à aujourd'hui, il y a eu pratiquement entre 10 et 12 propriétaires qui se sont succédés, soit par vente, c'est-à-dire les gens vendaient le château à d'autres personnes, ou alors par héritage, c'est-à-dire. Alors ce château a appartenu au XIXe siècle à la famille de Léon des Ormeaux. C'est une famille très ancienne également, dont les origines remontent au XIVe siècle, et c'est une famille qui est venue dans cette région de Bretagne au XVIIIe siècle. Il faut déjà savoir que la grille du puits, qui est ici devant vous, date très exactement de 1777. Donc on va commencer par l'aile ouest du château. Donc ici, on est devant la partie la plus ancienne du château, c'est-à-dire l'aile ouest, et on sait que le château de la Rigaudière a été pillé en 1589, donc juste 200 ans avant la Révolution, par les ligueurs. Les ligueurs, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était plus exactement? En fait, à la fin du XVIe siècle, il y a eu une guerre de religion en France entre catholiques et protestants. Et les ligueurs, c'était le parti catholique. Et donc, ce château a été pillé, probablement en bonne partie détruite. Et donc, on peut penser que cette aile correspond à la reconstruction après 1589. Donc, c'est la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Et si vous voyez bien à gauche de la cheminée, il y avait donc un bâtiment qui repartait ici perpendiculairement et qui a été construit bien après. Donc la première partie, c'est celle-ci, après 1589. Ensuite, certainement au XVIIIe siècle, on a construit un bâtiment donc beaucoup plus long ici, mais qui n'est pas celui-ci, qui est un bâtiment qui a été détruit. Ensuite, au XIXe siècle, probablement par la famille de Léon des Ormeaux, on a construit toute cette façade d'un style un petit peu, ce qu'on appellerait baroque, et ça fait penser aux hôtels particuliers de Rennes. Un hôtel particulier, en fait, c'est un petit château, c'est une demeure de gens très riches qui habitaient la ville. Et si vous vous promenez encore dans certains quartiers de Rennes, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup d'hôtels particuliers qui ressemblent à cette façade. Alors la famille de Léon a fait de la Rigaudière sa résidence de campagne, puisqu'ils avaient donc cette résidence ici à la Rigaudière, mais ils avaient une riche propriété à Rennes, rue de Paris, qui existe d'ailleurs toujours, et dont l'architecture rappelle tout à fait la façade du château. Alors parmi les enfants de la famille de Léon, il y a eu donc Ange, maire de Rennes, Amand, maire du Teil, et qui va contribuer à enrichir sa commune d'une magnifique gare SNCF dont je parlerai tout à l'heure et qui a été aussi à l'initiative de la reconstruction de la chapelle Notre-Dame de Beauvais qu'on ira voir également tout à l'heure. Et il y avait un troisième enfant qui s'appelait Louis et qui était écrivain. Alors la famille de Léon aujourd'hui n'existe plus parce que la famille de Léon à un certain moment n'a eu que des filles et cette jeune fille s'est mariée et son mari a vendu la propriété à la famille Bélanger. La famille Bélanger était célèbre dans la région, puisque M. Bélanger était un industriel, construisait des voitures, et il s'est également lancé dans la politique et il a participé au gouvernement avant-guerre. Et enfin, le dernier propriétaire, c'est l'Office national des anciens combattants, qui en a fait donc une maison de retraite pour les anciens combattants et autres personnes. C'est toujours donc l'ONAC qui est propriétaire aujourd'hui de la Rigaudière. On vient de vous parler d'une chapelle. Eh bien, allez-y.
Alors vous êtes ici devant la chapelle Notre-Dame de Beauvais. En fait, c'est la 3e chapelle qui est édifiée ici depuis le milieu du Moyen-Âge. Une première chapelle a dû être construite aux alentours du XIIIe siècle et elle était dédiée à Notre-Dame de Toutzed. Et il est probable qu'elle fut l'objet d'un pèlerinage. À la fin du Moyen-Âge, en 1480, si vous voyez ici, il reste un débris avec une date, 1481, le recteur de la paroisse, qui s'appelait Jean Augier, Géant Augier exactement, a reconstruit à ses frais une 2e chapelle. Et pour faire fonctionner la chapelle, pour lui permettre d'avoir un prêtre qui s'en occupait, il a donné l'équivalent de 4 hectares de terre qui se situaient aux alentours. Au XVIIe siècle, cette chapelle était déjà malheureusement en piteux état. On a décidé de mettre cette croix qui aujourd'hui se trouve là à l'intérieur de la chapelle. Et on arrive maintenant, dernière étape, à la fin du XIXe siècle, où le maire de la commune, M. Deléon des Ormeaux, dont nous avons visité tout à l'heure le château de la Rigaudière, eh bien, en remerciement de l'arrivée du chemin de fer dans sa commune et de l'installation d'une gare, a décidé donc de construire cette dernière chapelle, donc édifiée en 1893. Alors elle est bâtie sur le plan de la chapelle Sainte-Croix en Arles, qui se trouve en Provence, et elle rappelle un petit peu l'architecture du midi de la France. Et en 1885, de mémoire, quand l'archevêque de Rennes, l'archevêque cardinal de Rennes est venu bénir la nouvelle église, il avait vu que cette chapelle était en très mauvais état et donc il en a profité pour demander au maire de la commune d'en édifier une autre. Donc c'est cette chapelle qui est arrivée de nos jours dans cet état. Et jusqu'à il y a encore une quinzaine d'années, on y venait régulièrement en pèlerinage. Alors à l'intérieur, vous y verrez de très nombreux ex-voto, c'est-à-dire des plaques sur lesquelles sont gravées des inscriptions qui sont en fait des demandes faites par les nombreux pèlerins qui venaient se rendre dans ce lieu. Et maintenant, l'église. L'église du Teil que vous avez derrière vous est assez récente. Elle a été construite entre 1875 et 1881. Elle a été officiellement inaugurée, on dit consacrée, le 7 mai 1883. Alors elle est d'un style assez hybride qui mélange des lignes géométriques assez bizarres. Vous avez là des lignes géométriques droites, vous avez des arrondis. C'est un style que l'on appelle romano-byzantin. Et il ressemble à ce que l'on faisait à l'époque en matière d'architecture religieuse. En cette fin du 19e siècle, on retrouve ce genre d'architecture dans d'autres églises un peu bizarres de la région, comme celle de Cornu, avec son bulbe russe, et celle de Tinténiac avec ses nombreux clochetons. Cette église n'est pas la première du Teil, c'est au moins la 4e ou la 5e. La première église du Teil, on suppose que c'était une église dédiée à Saint-Main-Bœuf qui se trouve, elle se serait trouvée dans une prairie qui porte le même nom. Je ne sais pas où cette prairie se situe exactement dans la commune. La deuxième église qui était bâtie au niveau du clocher, ici, s'appelle l'église Saint-Jacques. Elle a été bâtie au début du Moyen-Âge et a été détruite par une guerre au XIVe siècle. Elle a été remplacée par une autre église qui s'appelle l'église Saint-Main-Bœuf, elle aussi, qui se trouvait à la propriété Vaurenou. Ensuite, cette église est apparue trop petite, donc on est revenu ici et on a rebâti une église Saint-Jacques qui a été progressivement abandonnée et ruinée. L'église est devenue une chapelle et la chapelle est devenue un simple calvaire dans ce qui était à l'époque, non pas cette place de l'église, mais un cimetière. On est retourné là-bas à l'église Saint-Main-Bœuf qui a subi des travaux importants en 1738, travaux qui n'ont pas dû être très efficaces puisqu'il a fallu l'abandonner presque 150 ans après et on est revenu à cet emplacement sur la butte en 1883. Qui est Saint-Main-Bœuf?
Saint-Mabeuf était évêque d'Angers au 7e siècle et c'est l'un de ceux qui, avec Saint-Armel en particulier, ont évangélisé toute la contrée. Il existe encore au Teil quelques grandes demeures. Alors maintenant nous sommes arrivés à une bâtisse également très intéressante à étudier pour l'histoire du Teil et qu'on appelle la Grand Maison. Alors c'est une maison, un bâtiment qui a été construit probablement au début du XVIIe siècle pour la famille Ducrest. Alors la famille Ducrest, c'est une famille qui est arrivée de Savoie, de Haute-Savoie plus exactement, dans la paroisse de Cruseilles, où elle était déjà noble. Et elle va arriver au pays et les membres de la famille vont occuper les emplois les plus importants dans la paroisse. Ici on était sur une paroisse dont le seigneur principal était le prince de Condé. Et le prince de Condé, c'était un personnage très important, c'était un cousin du roi, et il avait plusieurs châteaux, dont un en région parisienne, à Chantilly, et un à Châteaubriand, pas très loin d'ici. Et la famille Ducrest va se mettre au service du prince de Condé pour gérer tous ses biens. Au début du XVIIIe siècle, M. Ducrest va se marier 2 fois, une première fois avec une demoiselle Gau, dont il aura un fils, Joseph, qu'on appellera Joseph Ducrest de la Guicheraie. Et dans la famille Gau, on en a parlé tout à l'heure, à la maison de Beauchesne. Et de son deuxième mariage, il va avoir 2 autres fils, François Ducrest de Villeneuve et Sire Ducrest de Lorgeril. Alors, cette famille est très intéressante à étudier pour l'histoire du Teil, mais également pour l'histoire de France. Pourquoi? Parce que c'est une famille qui va être divisée par la Révolution. On a parlé de la Révolution l'autre fois quand on a visité la fosse aux bonhommes dans la forêt du Teil. Eh bien, il faut savoir que le procès-verbal d'autopsie du recteur Delaune, qui était donc maire du Teil, eh bien, a été fait sous la responsabilité, entre autres, de François Ducrest de Villeneuve, qui était juge de paix. Et il était également colonel de la garde nationale. Et la garde nationale, ce sont des groupements militaires, ce qu'on appelle aujourd'hui des milices, qui ont été mises en place dans chaque commune pour défendre les intérêts de la Révolution. Et malheureusement, cette famille va être divisée parce que le 3e fils, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était médecin des épidémies et qui habitait Martigné, eh bien lui va défendre le parti adverse, celui des aristocrates. Donc c'est une famille qui va être divisée par la politique. En 1792, François Ducrest de Villeneuve, qui est colonel de la garde nationale du Teil, voit se présenter à lui son propre fils qui a 12 ans à l'époque, c'est-à-dire à peu près votre âge. Et ce fils, eh bien, il fait part à son père d'un désir de s'engager dans la marine. Et son père l'autorise à partir et il s'embarque à Saint-Malo. Eh bien, ce fils va avoir une destinée hors du commun, puisqu'il va accéder aux grades les plus importants de la marine. Il va devenir amiral de France. Et il était en particulier sur le bateau qui s'appelait le Redoutable, en 1805, au cours d'une fameuse bataille, la bataille de Trafalgar. Et c'est de ce bateau, du Redoutable, que va partir le boulet qui va tuer l'amiral anglais adverse, le fameux amiral Nelson. Alors la famille Ducrest de Villeneuve existe encore aujourd'hui, puisque j'ai eu l'occasion d'écrire à un de ses descendants. La famille Ducrest de Lorgeril existe également. Donc c'est une famille donc, qui existe toujours, qui a toujours de nombreux descendants, sauf la branche de la Guicheraie. Alors la maison, comme vous voyez, c'est une grande maison bourgeoise en fait, hein, même si la famille Ducrest était de noblesse authentique. Et il faut savoir qu'à chaque génération, il y avait de très nombreux enfants. Et la dernière génération qui a vécu au Teil a compté 14 enfants. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé de 3 enfants simplement. Ça veut dire que les autres eh bien, sont morts tous en bas âge. Ici, nous sommes sur le domaine de la Brahurie. C'est une maison estivale. C'est une maison du siècle dernier. Monsieur Denis, le propriétaire, possédait quelques fermes aux alentours. Elle est devenue la propriété de monsieur Robert Lequéré, suite à son mariage avec mademoiselle Denis.
Elle a été ensuite partagée entre les enfants Le Quéré et aujourd'hui, elle est la propriété de M. Porteux de la Morandière. Alors maintenant, je vais vous parler de M. Robert Le Quéré, qui est né le 3 mars 1870 et qui est mort le 15 septembre 1954. M. Robert Le Quéré était capitaine de vaisseau, le Victor Hugo, un croiseur cuirassé. Il a représenté la France dans presque tous les pays nordiques et aussi en Chine. Lorsqu'il entrait dans un port, son bateau était salué par une salve de 21 coups de canon. Je signale par ailleurs qu'il faisait partie de l'équipage du premier sous-marin français, le Gustave Cédé, et ceci à la fin 1899 ou début 1900. Une rue du Teil de Bretagne porte son nom. Bien, alors cette fois-ci, nous sommes dans la propriété de Beauchêne, qui a été achetée par M. Louis Foucron, dont je parlerai tout à l'heure, en 1882. Et quand il a acheté cette propriété, elle ne ressemblait en rien à ce qu'elle est aujourd'hui. En 1883, il a acheté la ferme de Beauchêne, qui est située juste à côté, là où habite maintenant M. et Mme Sourdril. Cette maison a été achetée pour en faire une maison estivale et aussi pour accroître les biens de son épouse, mademoiselle Léonie Dossi, originaire de Retier. Quand on rentre dans la propriété, on y rentre par un porche surmonté des lettres LF. À gauche, vous avez l'orangerie, un petit peu plus loin le garage, et dans la cour là-bas, vous avez les écuries. Et l'une des portes de ces écuries, eh bien, on a tout lieu de penser que c'est la porte de l'église Saint-Maimboeuf qui se trouvait ici. Alors, que dire de plus sur cette propriété? Pendant la guerre 39-45, elle a été réquisitionnée par l'état-major allemand. Sont venus aussi séjourner ici les SS, dit tête de mort. Ensuite, les jeunes filles du collège moderne de Rennes sont venues aussi pendant la guerre. Pendant cette période, la propriété a été détériorée. Elle a été remise en état par M. Georges Foucron, dernier propriétaire de la famille Foucron. En 1985, la famille Foucron se sépare de cette propriété suite à un cambriolage. Elle sera rachetée par M. et Mme Diridolou. En 1975, elle se prénommera Vaurenou, du nom de terre d'homme de droit de la famille Foucron qui existe dans la région d'Alençon depuis 1420. Monsieur Louis Foucron, fondateur de cette propriété, est né à Rennes le 7 janvier 1838. Nous sommes sous le règne de Louis-Philippe, dernier roi de France ayant eu un trône. En 1861, il est nommé avocat à la cour de Rennes. Il écrit de nombreuses pièces littéraires. En 1870, il n'accepte pas la défaite ni la reddition de Metz.
il s'engage comme volontaire dans l'armée. Il participera à de nombreux combats et terminera sous-lieutenant. Il avait été délégué par le département d'Ille-et-Vilaine au gouvernement de la Défense nationale. En 1874, il s'engage dans la politique. Il est élu conseiller municipal à la ville de Rennes et il défend âprement l'instruction laïque. En 1879, il crée la Société des fourneaux économiques pour venir en aide à la classe ouvrière qui a terriblement souffert pendant cet hiver 1879. Il fait aussi livrer à cette époque des aides à domicile. Le 14 juillet 1884, il est promu chevalier de la Légion d'honneur. En 1889, il se présente aux élections législatives et il est battu par le général Boulanger. Il démissionne de son poste d'administrateur de l'hôpital de Rennes et des différents hospices. Le 13 février 1892, il meurt. Une des rues de Rennes porte son nom. Elle est située au bas de la rue de Verne, quand on se dirige vers le centre-ville. Et il est écrit Louis Foucron, bienfaiteur des pauvres. Il te prend. Je vous l'avais bien dit qu'il y avait beaucoup de choses à voir. Et bien maintenant, si vous ne savez pas quoi faire, venez donc au Teil. Je vous l'avais dit qu'il y avait plein de choses à voir. Et bien maintenant, si vous ne savez pas quoi faire, venez donc au Teil.